Salut, bonsoir très chers internautes, chers abonnés, followers et tous ceux qui prennent déjà du plaisir à m'écouter. Je salue particulièrement toute la communauté scientifique, je salue toute la communauté des professionnels de santé du monde entier d'ailleurs. Et je salue particulièrement les dames, nos mamans, nos sœurs, nos cousines qui sont au centre du sujet que nous débattons, sur lequel nous débattons depuis la dernière vidéo, à savoir la contraception. Nous nous sommes séparés la dernière fois sur la question de savoir quelle est la meilleure méthode contraceptive, quelle est la meilleure méthode de contraception. Nous allons aborder cette question aujourd'hui et à l'issue de l'exposé que nous allons avoir, il faut bien croire, chacun se fera son idée, son opinion et pourra répondre ou alors avoir son libre arbitre et décider de quelle méthode contraceptive elle peut avoir, chaque personne bien entendu, de quelle méthode contraceptive elle peut avoir recours. Donc, pour parler des méthodes ou alors pour déjà essayer de les classifier, essayer de trouver quelle est la meilleure méthode contraceptive, je pense qu'il serait judicieux de les énumérer, et de les comparer dans le principe, le procédé, leur mise en œuvre et présenter les avantages de chaque méthode et à la suite les conséquences, ou alors mieux, parce qu'il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives. Je préfère dire inconvénients. L'inconvénient de chaque méthode, bien entendu. Et là, nous pourrons donc pouvoir classifier, ou alors nous allons apporter autant que faire se peut d'amples explications. Nous allons utiliser un langage un peu plus courant pour que Madame Lambda, qui n'est pas professionnelle de santé, puisse nous puisse comprendre de quoi il est question exactement. Et je souhaiterais par la même occasion que les professionnels de santé qui vont me suivre dans mon exposé puissent apporter soit un avis pour, soit un avis et contre dans un débat froid mais dépassionné, c'est-à-dire froid, dépassionné, mais constructif et profond. J'aimerais bien des arguments constructifs parce que je pense, à mon humble avis, que nous avons le devoir d'informer, d'éduquer, d'accompagner dans la prévention qui est la meilleure position dans la santé, dans le suivi de la santé et des populations. Nous devons plus fournir nos énergies, nous devons utiliser nos énergies dans le sens de la prévention. Donc, quelle est la meilleure méthode contraceptive? Avant ça, essayons déjà de voir. Les méthodes contraceptives que nous pouvons énumérer se retrouvent à mon humble avis, selon ma classification personnelle, en deux grands groupes. Les méthodes naturelles et les méthodes artificielles. Parlant des méthodes naturelles, j'appelle ici méthodes naturelles toutes les méthodes qui n'ont pas recours à une substance, qui n'ont pas recours à un corps, à un article, à un outil quelconque. Ça, c'est la méthode naturelle. Alors, dans ces méthodes naturelles, nous pouvons énumérer l'abstinence et le coït interrompu. Quel est le principe ou le procédé de l'abstinence? Pour parler simplement, abstinence comme le verbe s'abstenir qui vient de ce mot,
c'est juste éviter d'avoir des rapports sexuels. Alors, cette abstinence peut être continue ou alors périodique, c'est-à-dire que le couple ou les partenaires sexuels vont éviter d'avoir des rapports sexuels pendant la période de l'ovulation, pendant la période féconde de la femme. Ainsi donc, l'ovule qui est produit pendant le cycle menstruel ne va pas rencontrer de spermatozoïdes et ne pourra pas féconder. Conséquence, il n'y aura pas une conception. Elle peut être aussi continue, une abstinence continue. Ça, c'est aussi un autre aspect de l'abstinence. Cette méthode contraceptive n'a pas de préalable pour sa mise en œuvre. Il suffit juste de prendre une décision de ne pas avoir de rapports sexuels. La deuxième méthode, et avant d'entamer la deuxième méthode naturelle, selon la classification que nous nous fixons ce soir, il faut dire que l'avantage de l'abstinence, c'est que il nous protège non seulement des grossesses, il nous protège aussi des maladies sexuellement transmissibles. Et comme inconvénient, parce qu'il faut bien le croire, bien qu'il soit naturel, bien qu'elle soit naturelle, la méthode autant pour moi, elle a un inconvénient, en ce sens que l'acte sexuel produit des hormones. L'acte sexuel permet à l'organisme de produire des hormones qui vont améliorer l'humeur des individus. Et couramment, on dit l'acte sexuel déstresse et tout. Ça fait que la personne qui pratique une abstinence continue, si elle n'apporte pas d'autres éléments dans son vécu quotidien, aura toujours un quotidien un peu plus stressé, un peu plus hystérique, et en fait aura une humeur pas très gaie, pas toujours très gaie. Il y aura comme un manque, Alors l'abstinence n'est non plus sans inconvénient. Nous passons à la deuxième méthode naturelle, à savoir le coït interrompu. Qu'est-ce que le coït interrompu déjà? C'est le fait que pendant l'acte sexuel, le partenaire mâle va s'arrêter ou alors va retirer son organe, son pénis, du vagin de sa partenaire juste avant éjaculation. Alors naturellement, cette méthode n'a pas un préalable, c'est le principe, il n'y a pas un préalable pour sa mise en œuvre. Il suffit juste de ressentir l'arrivée de l'éjaculation et on se retire du corps de la femme et on éjacule hors de la femme. Et cette méthode a son avantage, c'est que elle permet, lorsqu'elle est réussie, cette méthode, lorsqu'elle est réussie, elle permet d'éviter la grossesse. Par contre, son exécution n'est pas du tout facile. Et puis, les hommes qui vont m'écouter savent bien que c'est au moment de l'éjaculation qu'on atteint le paroxysme du plaisir. Et alors, c'est pas facile de se retirer du corps de la femme. Mais lorsqu'on l'a réussi, il permet d'éviter la grossesse. L'inconvénient, c'est que il peut être exécuté quand déjà une partie du sperme se retrouve dans le vagin de la femme. Alors à ce moment, il y a des chances que la femme puisse concevoir. Tout dépendra maintenant de la période dans laquelle la partenaire se trouve. Les autres inconvénients, c'est que on peut contracter des IST, on peut contracter le VIH parce qu'on n'est pas protégé. Donc, voilà un peu les deux méthodes naturelles de contraception. Parlant des méthodes artificielles,
je les ai recoupées en deux grandes parties, les méthodes d'urgence et les méthodes préventives. Bien entendu, dans les méthodes d'urgence, il y a ce qu'on appelle la pilule du lendemain. La pilule du lendemain qui est un concentré d'hormones, particulièrement les pilules du lendemain qu'on utilise maintenant, c'est la lévonorgestrel qui est dosée à 1 point, donc 1,5 microgrammes, donc soit un comprimé, soit deux comprimés de 0,75 et 0,75 microgrammes par comprimé. Donc là, la femme qui a eu des rapports quelques temps avant, quelques heures avant, va prendre une forte dose de lévonorgestrel qui va permettre de mimer l'action des hormones de la grossesse et va empêcher une éventuelle fécondation, et s'il y a déjà fécondation, va empêcher une éventuelle nidation du fait que tout le processus de la grossesse sera déjà mimé à cause de cette hormone, alors il n'y aura pas conception. Quel est le préalable de la mise en œuvre de la pilule du lendemain? Le préalable, c'est juste la situation dans laquelle se trouve le partenaire et la partenaire ou la femme, c'est-à-dire que elle a eu des rapports sexuels ou non protégés, alors quelques heures après, elle va prendre sa pilule du lendemain. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que, bon, il n'y a pas eu de grossesse, mais cette méthode a plus d'une conséquence. D'un point de vue de l'infection, c'est-à-dire qu'elle peut attraper, elle peut avoir attrapé lors des rapports une infection sexuellement transmissible. D'un autre côté, elle a une décharge hormonale. Cette décharge hormonale n'est pas sans conséquence, il faut le dire. Cette décharge hormonale n'est pas sans conséquence parce que elle va aller le plus souvent chambouler le cycle menstruel chez la femme. La deuxième méthode artificielle, c'est la toilette intime. Elle marche, mais pas vraiment parce que, à moins d'avoir un spéculum et un tuyau qui va pulvériser de l'eau et des substances chimiques qui vont empêcher que les spermatozoïdes continuent. Lorsque vous allez juste laver la première partie de votre vagin, faire une toilette intime, il y aura une bonne partie et il faut savoir que le spermatozoïde est déposé presque à la porte du col de l'utérus. Donc, le temps d'aller prendre une douche, une bonne colonie de spermatozoïdes se serait déjà infiltré dans le tractus utérin. Et naturellement aussi, il n'y a pas de préalable, à proprement dit, pour la mise en œuvre d'une toilette intime, ce que je ne conseille pas d'abord aux dames, parce que à part ça, vous allez provoquer un chamboulement au niveau de la flore vaginale qui peut vous être fatal lors de vos prochains contacts en attendant que la flore vaginale se reconstitue. Donc l'usage des savons, des détergents, des gels intimes et autres peut aller dénaturer la flore, peut aller attaquer la flore vaginale qui est d'une importance, il faut le dire, dans la protection de la femme et même dans son hygiène personnelle, parce que cette flore permet de digérer, permet de produire un certain nombre d'apports au corps ou alors à l'espace qu'elle colonise. Le deuxième grand groupe des méthodes artificielles est constitué par les méthodes préventives. Nous allons commencer par les préservatifs. Qu'est-ce qu'un préservatif? Un préservatif, c'est un étui. C'est un étui qui peut être utilisé soit sur le pénis,
de l'homme, soit une sorte d'enveloppe qui peut être disposée dans le tractus vaginal, c'est-à-dire dans le vagin de la femme. Alors, ces préservatifs, le plus souvent, ils viennent avec un lubrifiant pour permettre la pénétration. Donc, le principe du préservatif est très simple, c'est de pouvoir conserver l'éjaculat dans le sperme de l'homme après le rapport et éviter que ce sperme se retrouve dans le vagin, dans le corps de la femme. Alors, quel est le préalable pour sa mise en œuvre? Il n'y a pas un préalable, il faut juste savoir que je vais avoir un rapport sexuel tout à l'heure, alors il faut que je me préserve. Quels sont les avantages des préservatifs? On peut dire que le premier, c'est que lorsque il n'y a pas rupture du préservatif, qu'il soit féminin ou masculin, il permet d'éviter naturellement la grossesse. Dans certains cas, protège contre des infections telles que les infections à VIH. Et son seul inconvénient, c'est que les lubrifiants qui sont sur les préservatifs ont une durée d'action très courte. Pour ceux qui ont déjà eu à avoir un acte sexuel et à avoir un préservatif comme femme, on savent qu'après un certain nombre, après un temps, avec les sécrétions vaginales que la femme va produire, ces sécrétions vont annuler l'aptitude ou alors la capacité ou la propriété lubrifiante du liquide qui se retrouve sur le préservatif. Alors, il va devenir sec et les frottements de va-et-vient peuvent entraîner la rupture de ce préservatif qui parfois, cette rupture qui survient souvent à des périodes très intenses, des ébats sexuels est parfois non perceptible et on se retrouve juste avec un anneau à la fin. Donc, son inconvénient, c'est que, étant une fine membrane, parfois, elle peut être détruite le plus souvent. Et elle peut aussi irriter, il faut le dire, et la méthode du préservatif peut aussi irriter le tractus vaginal. Nous allons laisser les préservatifs pour tomber sur le deuxième point, les pilules contraceptives. Les pilules contraceptives qui sont effectivement des petites doses hormonales. Parce qu'il faut le dire, les pilules, les injectables, c'est-à-dire les hormones injectables, les implants, ou alors le stérilet à progestérone ou le stérilet à hormones, utilisent le même principe, c'est-à-dire apportent de l'hormone progestative à l'organisme qui va commencer à se comporter comme un corps qui porte une grossesse. Parce qu'il faut le dire à nos mamans, à nos sœurs qui nous écoutent, que les pilules, les injectables, les implants sous-cutanés, même le stérilet à la progestérone, apportent les hormones de la grossesse. Je vais un peu m'attarder là-dessus, expliquer le processus autant que faire se peut pour que la large couche de la population qui n'est pas professionnelle de santé puisse essayer de nous suivre là-dedans et pour que chacun essaye de se faire une idée très claire. Alors, quand on parle de progestérone, quand on parle d'estrogène, c'est un peu comme du chinois, comme du latin pour les profanes. Qu'est-ce que c'est? C'est des substances. C'est des substances qui vont dans l'organisme et qui se comportent comme les substances que votre corps produit. Or, dans le cas des progestatifs, c'est-à-dire des hormones soit qui soutiennent la grossesse, soit produites par la grossesse, qu'est-ce que ces hormones font? Ces hormones vont empêcher la production des hormones de la grossesse et en fait, ces hormones vont empêcher la production
des hormones qui facilitent ou alors qui permettent l'ovulation, c'est-à-dire la production de l'ovule, de l'ovaire vers l'utérus. Alors, cette action est faite naturellement ou alors est produite naturellement chez la femme au cours de la grossesse. Ça veut dire que l'organisme produit de grandes quantités d'estrogènes qui vont agir au niveau du cerveau, quelque part là dans le cerveau, ou alors dans la boîte crânienne là, se trouvent des glandes qui produisent des hormones qui favorisent ou alors qui permettent l'ovulation, que l'ovule parte de l'ovaire, que l'ovule soit produit de l'ovaire, pas de l'ovaire pour le tractus utérin, pour l'utérus. Alors, voilà ce que font les progestatifs. Ils vont bloquer ça. Or, dans le cas de l'apport externe de ces hormones, le plus souvent, on va au-delà de 9 mois. On va au-delà de 9 mois. Et au-delà de la durée d'action, même si on prend un injectable de 3 mois, il faut savoir que l'organisme a une méthode de régulation. L'organisme a une méthode de régulation. Voilà un peu cette parenthèse que je voulais faire avant d'entamer avec le petit 2 des méthodes préventives. Donc, les pilules contraceptives, pour la plupart, sont étalées sur des périodes de 28 jours en faisant l'hypothèse qu'en moyenne, la plupart des cycles menstruels chez la femme s'étalent sur 28 jours. La femme est donc appelée à prendre une pilule chaque jour, préférentiellement le matin. Alors, quels sont les préalables pour la mise en œuvre d'une contraception à la pilule? Le préalable pour la mise en œuvre de cette contraception est non seulement déjà grand, mais primordial. Pourquoi? Parce que l'hormone va, comme je l'ai dit précédemment, chambouler le système de votre organisme. Alors, pour qu'on soit sûr que la pilule qu'on va vous donner, ou alors les pilules que vous allez prendre durant 28 jours, vont apporter la solution et moins de problèmes, il faudrait au préalable que la femme fasse des examens biochimiques de biologie, c'est-à-dire que le gynécologue ou la gynécologue qui va vous mettre sous pilule doit au préalable vous prescrire ces examens qui vont revenir avec des informations qui vont permettre de décider si oui ou non on doit vous être sélectionné ou retenu pour être mis sous pilule. Lorsque ce préalable est rempli, on peut vous mettre sous pilule. Quel est son avantage? Son avantage, c'est que sa mise en œuvre est facile, mais pas toujours efficace en ce sens que la femme peut oublier un jour de prise. Et dès qu'un jour de prise est oublié, tel que vous allez voir sur la plupart des pilules, la méthode ne sera plus bonne, on ne sera plus forcément sûr d'atteindre l'objectif. Et du coup, on n'aura pas atteint l'objectif, on aura un chamboulement hormonal et par conséquent, on n'aura que des problèmes et non de solutions. Les injectables à longue durée d'action. Lorsque nous parlons de longue durée d'action, nous voyons 2, 3, 4, 5, 6 cycles menstruels, c'est-à-dire de 3 à 6 mois sans pouvoir avoir une ovulation. Ces injectables sont toujours des hormones et pour leur mise en œuvre, le préalable ci-dessus cité est de mise, c'est-à-dire que la patiente, la dame qui sera mise, qui doit être mise sous injectable contraceptif, doit subir une batterie d'examens biochimiques à l'avance pour être sûr que lorsqu'on va lui injecter son contraceptif, que cela ne produise pas d'effets secondaires notoires.
lorsque ce préalable est requis, on peut mettre la femme sous contraceptif injectable. L'avantage du contraceptif injectable est que, une fois injecté, la femme ne se soucie plus du problème de conception. Donc, son problème de conception est contrôlé. Mais ceci suscite plusieurs inconvénients. Il faut déjà dire que depuis la pilule, la contraception autant pour moi, hormonale ne prévient pas les maladies sexuellement transmissibles. Alors, quand vous avez une contraception hormonale, mesdames, de grâce, protégez-vous, demandez à votre partenaire de se protéger, de mettre un préservatif. L'autre inconvénient, c'est que, et je vais une fois en parler ici, c'est que la progestérone ou alors l'hormone progestative va aller agir non seulement sur les centres nerveux, mais va agir sur le foie. Vous allez constater que chez la femme enceinte, elle se plaint des nausées, des remontées acides. Ceci est dû à l'action progestative parce qu'il faut dire que l'estrogène, par exemple, qui est l'une des hormones la plus utilisée parmi ces hormones de contraception, est tellement acidifiante au point où elle va développer une production d'acide gastrique, elle va provoquer des acidoses. Ça, c'est au niveau général. Ces estrogènes vont agir au niveau des tissus adipeux. Donc, il y a des cellules, quand on parle de tissus adipeux, il y a des cellules dans notre organisme qui ont la particularité de stocker les graisses. Alors, ces hormones vont booster, vont augmenter la capacité de ces cellules, non seulement à se multiplier, mais à capter assez de graisse. Et vous allez voir le plus souvent, pour les femmes qui sont mises sous contraceptifs hormonaux, prendre du volume en moins de 3 mois pour la plupart du temps. Surtout lorsque, à l'avance même, il n'y a pas eu des contrôles préalables pour savoir si elle est éligible ou pas à la contraception hormonale. L'estrogène va aller agir sur les glandes thyroïdiennes. Or, la glande thyroïdienne, c'est quelque chose que nous avons là, contrôle un certain nombre de substances qui agissent sur l'humeur. Alors, celle qui est sous estrogène va avoir un trouble de l'humeur. Il y a une étude récente, je n'ai pas toutes les coordonnées, faite par des psychiatres en Suède, qui a démontré que plus de 80% environ, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est plus de 80% de femmes mises sous estrogène avaient vu leur humeur changer considérablement et être troublée. Et cela n'est pas mystique, n'est pas nouveau. Il faut juste voir la femme enceinte. La femme enceinte a des fortes doses d'estrogène dans son organisme, ce qui fait qu'elle a une humeur très troublée, elle est très hystérique le plus souvent. Et c'est ce qui se passe donc chez les femmes qui prennent ces hormones de l'extérieur. Bien qu'elles viennent de l'extérieur, se comportent comme l'hormone que l'organisme produit pendant la grossesse, se comportent comme l'estrogène que le corps produit pendant la grossesse. L'hormone progestative va agir sur le système cardiovasculaire. Vous aurez des cas de phlébite, par exemple. Donc, voilà, la liste est un peu plus grande, mais voilà un certain nombre d'inconvénients qu'on aura avec les hormones, que ce soit la pilule contraceptive, les injectables à longue durée ou les implants sous-cutanés. Parce que, parlant des implants sous-cutanés, elles ont une très longue durée d'action. Ça veut dire
nous allons déjà au-delà du cycle de la grossesse, c'est-à-dire au-delà de 9 mois. Alors, l'organisme de la femme a été créé pour pouvoir supporter de fortes doses d'estrogène, pas au-delà de 9 mois, mais pour 9 mois. Or, dans le cas des implants sous-cutanés, qu'on met là, le plus souvent sur le côté gauche là, elle aura une action de très longue durée. 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut aller jusqu'à 5 ans. Et même plus au fur et à mesure que le temps passe, on met sur pied des implants encore un peu plus sophistiqués, à des libérations encore prolongées. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Le plus souvent, on a des effets secondaires. J'ai plus besoin de parler de préalable pour l'implant parce que ça obéit à celui de la pilule. Donc, on doit vous faire des examens biochimiques pour voir si vous êtes éligible. Maintenant, je vais passer aux conséquences. Qu'est-ce qui va se passer? Le plus souvent, on observe chez la femme qui a cet implant, au-delà des conséquences que nous avons citées, on constate que le cycle menstruel, on ne le connaît plus parce que, en fait, la femme n'a plus ses règles. Certains professionnels de santé soutiennent mon discours que le cycle continue normalement, mais je vais enlever normalement pour dire qu'un cycle menstruel normal doit s'achever par pour parler simplement, un écoulement de sang, c'est-à-dire que l'hormone qui l'hormone qui contrôle l'épaississement, la formation des villosités dans l'utérus, contrôle ces modifications de l'utérus, et à la fin, quand il n'y a pas une nidation, ces villosités, donc pour parler à nos mamans qui ne sont pas professionnels de santé, à l'intérieur de l'utérus, il y a des petits filaments qui se forment comme votre brosse que vous avez à la maison. Ces petits filaments sont gorgés de sang. Lorsque l'œuf qui vient de l'utérus, qui vient de la trompe, l'œuf, c'est-à-dire que le spermatozoïde, l'ovule qu'un spermatozoïde a fécondé, lorsque l'œuf arrive là, au niveau de cette brosse-là, à l'intérieur de cette brosse, c'est comme ça que votre utérus est formé. Elle va entrer au milieu de ces filaments-là et pouvoir créer un certain contact. Et c'est à travers ces filaments que l'œuf et le corps de la maman vont, et c'est à travers ces filaments que l'œuf va commencer à faire des échanges avec le corps de la maman. Or, quand l'œuf ne parvient pas à arriver là, ou alors on ne parvient pas à avoir l'œuf qui va venir entrer dans cette brosse, alors cette brosse disparaît, et pour disparaître, elle éclate. Ces petites villosités éclatent. Ces villosités, c'est comme des petits tuyaux bouchés au bout ici, mais il y a du sang dedans. Alors, quand le cycle arrive et que l'œuf n'est pas venu sur ce petit tuyau-là, ces petits tuyaux, ils sont nombreux. Ces petits tuyaux-là éclatent donc et libèrent le sang que vous voyez le plus souvent sur vos serviettes hygiéniques. Donc, dans le cas donc des implants, on ne va plus voir, donc le phénomène de production des petits filaments de brosse ne va plus avoir lieu. Et alors là, vous n'allez plus saigner, comme on le dit couramment, vous n'allez plus saigner. Ça, c'est dans un cas. Dans un autre cas, vous commencez à avoir un cycle plus court où vous allez saigner 2, 3, 4 fois. Un autre inconvénient dans ce mode de contraception qui rejoint la contraception au stérilet à la progestérone, c'est qu'il va se former des kystes. Certains professionnels de santé, à tort ou à raison, ou alors pour des motivations que je ne peux pas confirmer ni infirmer, vont dire que le stérilet à la progestérone ne produit pas, n'a pas de problème, il a une action locale. Mais je dis non. On ne peut pas avoir une action locale et en même temps on évoque la production des microkystes ovariens. S'il y a déjà formation des kystes ovariens, ça veut dire que le stérilet à la progestérone a une action systémique, c'est-à-dire que ça agit dans l'organisme. La progestérone qui est produite là-bas va agir dans l'organisme.
Donc, que ce soit la pilule du lendemain qui est faite d'hormones, que ce soit la pilule contraceptive qu'on prend au courant du mois, que ce soit l'injectable à l'hormone, que ce soit l'implant sous-cutané, que ce soit le stérilet à la progestérone, tout ceci vont chambouler le cycle menstruel, vont chambouler le système hormonal et pour la plupart du temps, on a des cancers hormonodépendants comme le cancer du sein. Il faut bien constater que cette maladie chez la femme va en grandissant et dans certains pays ou dans certaines régions devient semblable, en fait, va vers un problème de santé publique. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que, en voulant contrôler les naissances pour N raisons, on est mis sous hormones et on a des cancers hormonodépendants qui sont dus ou alors qui sont facilités ou qui sont causés par des hormones. Vous aurez la formation des kystes ovariens dans la plupart du temps. Vous aurez des prises de poids, vous aurez d'énormes quantités de graisse que l'organisme va stocker. Le cinquième, ou alors la cinquième méthode de contraception artificielle, c'est le stérilet au cuivre. Quel est le principe du stérilet au cuivre? Le stérilet au cuivre, c'est un petit dispositif en T. Je vais vous le dessiner et vous allez voir. C'est un petit dispositif en T sur lequel on a du cuivre. Ça peut être sur sa région centrale. Je veux faire un petit schéma et je vais annoter. J'espère que la caméra, ma caméra permettra de voir